Et si soudainement, ce n'était plus l'Europe qui façonnait le destin de l'Afrique, mais l'Afrique qui dictait les règles du monde? Imaginez un instant, pendant des siècles, la balance du pouvoir semblait verrouillée, inébranlable. L'Afrique fournissait, l'Europe commandait. Mais en l'an 2025, tout a basculé, de façon aussi spectaculaire qu'inattendue. L'illusion du partenariat entre l'Afrique et l'Europe s'est effondrée, laissant place à une réalité brutale. Les ressources stratégiques africaines, cobalt, or, pétrole, lithium, manganèse, gaz naturel, ne franchissent plus les frontières comme avant. Désormais, elles restent sous contrôle souverain, chaque tonne transformée en levier sur l'échiquier international. Cette transformation n'a rien d'une simple péripétie. C'est un basculement d'air comparable à la fin de la domination britannique en Inde ou à la chute du mur de Berlin, où un système ancien cède soudainement la place à une dynamique entièrement nouvelle. Longtemps considérés comme des clients dépendants, les dirigeants africains parlent aujourd'hui en créanciers. Ils n'acceptent plus les compromis dictés, ils exigent des garanties, imposent leurs conditions et réécrivent les contrats à leur avantage. À l'image du Nigeria qui, dans les années 70, avait décidé de nationaliser massivement ses ressources pétrolières, mais en allant beaucoup plus loin, l'ensemble du continent impose une nouvelle donne. La dépendance s'est muée en influence et la capacité d'imposer le tempo mondial leur appartient désormais. L'Afrique n'est plus le fournisseur docile d'hier. Elle devient l'arbitre incontournable de l'économie mondiale. Une question dérangeante circule, de Bruxelles à Nairobi. Si l'Afrique ne demande plus la permission, qui osera encore lui dire non? La logique qui, jadis, soumettait l'accès au marché européen à des exigences strictes s'est inversée. L'Afrique ne cherche ni revanche, ni rupture spectaculaire, mais reconquiert, étape après étape, dignité et pouvoir de décision. Ce processus s'apparente à la décolonisation, mais à l'échelle économique et monétaire, une décolonisation qui s'empare des leviers de la modernité. Pour l'Europe et les marchés mondiaux, ignorer ce renversement, c'est risquer de perdre l'accès aux ressources vitales, de voir chuter la valeur des devises et de devenir simples spectateurs d'un nouvel ordre qui n'attend plus leur aval. Le statu quo a disparu, refuser de voir ces mutations, c'est abandonner sa place à la table où l'avenir se négocie. Les entreprises européennes qui autrefois dictaient les conditions dans les mines du Katanga ou les champs pétrolifères du delta du Niger se retrouvent désormais à supplier pour obtenir des contrats. Mais comment, en l'espace de quelques mois, l'Afrique a-t-elle pu bouleverser un rapport de force qui semblait éternel? Pour comprendre, il faut revenir aux premiers signes de cette métamorphose, remonter le fil de l'histoire et observer comment les germes de la révolte ont progressivement éclos. Des chartes coloniales aux accords signés à Bruxelles, l'Afrique a longtemps évolué sous surveillance. Chaque traité, chaque promesse d'aide masquait une logique inébranlable, celle d'une dépendance savamment entretenue au profit des puissances européennes. Les grandes conférences, Berlin en 1884, puis celles de Lomé et Cotonou au XXe siècle, ont toutes perpétué ce schéma. Au cœur de ce système, le franc CFA, créé après la Seconde Guerre mondiale, une monnaie commune à plus de 14 pays africains, dont la valeur était décidée à Paris et arrimée à l'euro. Présentée comme une garantie de stabilité, cette devise était surtout l'outil d'un contrôle strict. Pour disposer de leurs réserves, les pays concernés devaient obtenir l'aval de la Banque de France. Aucune souveraineté monétaire, seulement une tutelle silencieuse. Imaginez un instant. Un fermier ivoirien qui vend son cacao doit indirectement se conformer aux décisions de la BCE à Francfort ou de la Banque de France bien loin de ses réalités quotidiennes. Avec les décennies, la toile s'est densifiée par des accords commerciaux, tels ceux de Lomé dans les années 75, puis l'accord de Cotonou. L'accès préférentiel des produits africains au marché européen n'était jamais gratuit. Il fallait obéir aux normes dictées à Bruxelles. Les droits de douane semblaient ça en disparaître, mais des conditions s'empilèrent en coulisses. Chaque investissement occidental, présenté comme une promesse de développement, s'accompagnait de prêts à taux préférentiels, de consultants, de clauses restrictives. Chacun de ces crédits ajoutait un fil à la trame de l'endettement, empêchant l'émergence d'une industrie africaine concurrentielle. En Éthiopie, par exemple, l'ouverture de zones industrielles n'a pas permis l'éclosion d'une industrie textile nationale, car les profits repartaient chiant massivement vers les investisseurs étrangers. Pour beaucoup, l'Afrique était vue comme une source inépuisable de matières premières à bas prix et un débiteur perpétuel, piégé dans cette mécanique. Les marchés africains étaient saturés de produits européens, toute concurrence devenait illusoire. À chaque transaction, la balance penchait du même côté. L'Europe imposait, l'Afrique suivait.
une situation similaire à celle vécue par l'Amérique latine au XIXe siècle, où le sucre, le café et le caoutchouc partaient vers l'Europe, laissant les économies locales exsangues. Ce mécanisme n'était pas le simple vestige du colonialisme. Il évoluait, se modernisait, se parait d'un vernis diplomatique à chaque sommet, chaque signature. Les mots changeaient, le principe subsistait. Même les monnaies africaines, indexées sur l'euro, ne bougèrent qu'au signal de Paris. L'Afrique demeurait enfermée dans une machinerie dont elle ne contrôlait aucune manette réelle. Il suffit de comparer avec l'Asie du Sud-Est, où la Thaïlande et le Vietnam, en reprenant la main sur leur politique monétaire, ont réussi à bâtir des industries compétitives et à s'émanciper des tutelles occidentales. Saisir cet engrenage, c'est comprendre pourquoi la rupture de 2025 n'a rien d'un accident. Il s'agit d'une réaction à des décennies, voire des siècles d'une dépendance planifiée. Oublier cette histoire, c'est ne rien comprendre aux bouleversements en cours, ni mesurer l'enjeu colossal pour la souveraineté et la prospérité des nations, sur tous les continents. C'est comme ignorer, au début du XXe siècle, l'essor des États-Unis ou du Japon, qui bouleverserait l'ordre mondial. Mais derrière les contrats et les conférences, de nouveaux acteurs, de nouveaux codes commencent à émerger. Quel événement précisément a mis le feu aux poudres? Est-ce la crise énergétique mondiale, la montée du nationalisme ou l'épuisement des anciennes promesses de développement? Un incident apparemment anodin va provoquer une onde de choc. Il révèle l'ampleur du mécontentement et la détermination d'une nouvelle génération à reprendre le contrôle. C'est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, qu'un syndicat de mineurs bloque la sortie d'un convoi de cobalt destiné à l'Europe. Très vite, l'événement fait tache d'huile. Au Tchad, des ouvriers du pétrole réclament la renégociation des contrats. Au Mali, c'est l'or qui cesse de circuler. En l'espace de quelques semaines, la machine d'exportation s'enraye et la colère monte. En 2025, la résistance africaine a changé de visage. Elle s'est organisée, synchronisée et surtout, elle a frappé fort sur tous les fronts. Les syndicats, les associations de jeunes, les ONG locales, les entrepreneurs du numérique, tous forment un front uni, porté par une même ambition. Ne plus subir, mais agir. On assiste à la naissance d'une coordination panafricaine, inspirée des mouvements de libération du XXe siècle, mais dotée d'outils numériques et de réseaux sociaux puissants. Fini les requêtes timides. Un consensus brutal s'est imposé. Les cargaisons de cobalt n'ont plus quitté les ports congolais. Paris a vu ses licences minières suspendues du jour au lendemain, incapable de réagir. L'Afrique posait ses conditions. Aucune exportation sans usine de transformation sur place, aucun contrat sans bénéfice local tangible. À titre d'exemple, la Zambie impose que 60% du cuivre exporté soit d'abord raffiné localement, créant ainsi des milliers d'emplois et boostant l'économie régionale. Ce mouvement a ébranlé la finance mondiale. Dans les nuits fiévreuses de Lagos, Dakar et Abidjan, la dissolution du franc CFA est devenue réalité. Les banquiers centraux ont créé de nouveaux circuits. Troc régional, monnaies numériques arrimées aux minerais, transactions en yuan ou en roupies. Pour la première fois, les paiements internationaux ont évité les vieilles chambres de compensation européennes. L'exemple du Ghana, qui expérimente une crypto-monnaie adossée à ses réserves de cacao et d'or, inspire d'autres pays à suivre la même voie. À Addis Abeba, 14 chefs d'État ont signé l'instant. La déclaration d'Addis Abeba a retenti. Notre souveraineté n'est plus une promesse, elle devient système. Ce n'était pas une posture, mais une loi. Les maîtres mots, contrôle, dignité, futur. Cette déclaration fait écho aux grands moments de l'histoire mondiale, tels que la conférence de Bandung de 1955, où l'Asie et l'Afrique affirmèrent leur volonté de non-alignement. À Londres, l'Europe a vacillé. Le prix du cobalt s'est envolé. L'euro a plié face au renminbi. Les usines automobiles allemandes ont connu des ruptures, privées de batteries. Le secteur énergétique s'est crispé, l'uranium nigérian étant soudainement inaccessible. Les analystes parlent de chaos, mais en Afrique, c'était l'aube d'un ordre nouveau. Les journaux titrent « L'Afrique ferme le robinet, des matières premières, l'Europe à genoux ». Dans les rues de Kinshasa, de Bamako, de Dakar, la fierté s'est calculée en milliers de tonnes de minerais restés en terre africaine. Ce n'était plus seulement un symbole, mais la preuve que la dignité pouvait désormais se quantifier et se marchander. La liberté commence à la porte de la mine, affirmait Ibrahim Traoré, une phrase devenue mantra gravée dans l'actualité. Elle résonne comme jadis « L'indépendance ou la mort » de Patrice Lumumba ou les slogans de l'ANC sud-africain.
Désormais, l'enjeu dépasse la simple résistance aux représailles ou la crainte d'une nouvelle tutelle asiatique. Il s'agit de transformer cette reprise en main en modèle pérenne, capable de survivre à la pression extérieure et de rompre le cercle de la dépendance. Pour cela, l'Afrique s'inspire des réussites asiatiques. La Corée du Sud, par exemple, a bâti son industrie sur la transformation locale et la montée en gamme. L'Afrique veut aller plus loin en devenant elle-même le laboratoire mondial de l'innovation sur les matières premières stratégiques. Mais la souveraineté ne se limite plus à la gestion des contrats ou au contrôle des ports. Elle se réinvente dans les laboratoires, dans les centres de paiement, sur les plateformes numériques, là où se décide la prochaine bataille de la valeur. Les universités de Nairobi, d'Abidjan, de Cotonou lancent des programmes d'ingénierie en IA et en blockchain pour créer la prochaine génération d'experts africains. Le Rwanda, devenu pionnier de la cybersécurité, exporte son savoir-faire vers les pays voisins. Mais à mesure que la tension monte, une question persiste. L'Afrique pourra-t-elle garder le cap face aux forces qui cherchent déjà à reprendre la main ? L'heure des choix irréversibles approche. Les tentations de la facilité, des crédits bon marché venus d'Asie, des promesses de croissance rapide pourraient piéger à nouveau le continent. L'Afrique n'a pas choisi un nouveau maître. Elle s'est choisie elle-même pour la première fois depuis des générations. Cette affirmation de soi rappelle le chemin parcouru par les nations qui, après avoir gagné leur indépendance politique, ont dû conquérir leur indépendance économique, parfois au prix de crises et de sacrifices. Sur tout le continent, une vérité s'impose. L'ère où l'Europe dictait les règles est bel et bien révolue. Mais la vraie révolution ne consiste pas seulement à inverser la dépendance. Elle exige d'inventer des routes inédites, affranchies de tout contrôle extérieur. L'Afrique regarde vers le Brésil, l'Inde, la Turquie, cherchant des modèles alternatifs, sans jamais les copier aveuglément. Première avancée majeure, la naissance de plateformes numériques panafricaines. Les intermédiaires européens disparaissent, tout comme les commissions obligatoires sur chaque transaction. Les producteurs, les entrepreneurs, les États africains échangent désormais entre eux, de Dakar à Addis Abeba, via des réseaux sécurisés, codés et hébergés sur le continent. Cette autonomie numérique offre la liberté de fixer les prix, d'accéder au marché et de créer des chaînes de valeur sans tutelle étrangère. Le succès de la plateforme Afritrade en est un exemple. En moins d'une année, plus de 100 millions de dollars d'échanges ont transité sans passer par Londres ou Paris. Sur le plan commercial, le bloc africain s'est formé. Les échanges interafricains traversent désormais une vaste zone sans droit de douane, avec des paiements possibles en devises orientales telles que le yuan ou la roupie. Les contrats énergétiques du Nigeria ou les ventes de cuivre zambien ne dépendent plus des fluctuations de l'euro ou du dollar, mais s'alignent sur les partenaires proposant les meilleures conditions. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, trouve ici sa réalisation concrète, bien au-delà des espérances initiales. La rupture décisive vient du projet d'unité. Pour la première fois, une monnaie digitale commune, adossée aux réserves d'or, de cobalt, de pétrole et de lithium, unifie et stabilise les échanges. Cette monnaie, conçue par un consortium d'instituts africains, coupe court à la spéculation extérieure et protège la richesse du continent contre les chocs venus d'ailleurs. L'initiative rappelle l'euro en Europe, mais elle est pensée pour éviter les erreurs du passé en garantissant une gouvernance partagée et une transparence absolue. Mais cette ouverture attire de nouveaux regards. La Chine, l'Inde, les Émirats du Golfe investissent massivement. Infrastructures, télécommunications, agriculture technique. Ces partenaires achètent, construisent, financent, parfois plus vite et mieux que les anciens. Pourtant, derrière la promesse d'une coopération, demeure une vigilance. Les chaînes numériques et financières d'aujourd'hui peuvent devenir les fers d'hier. Il ne s'agit plus d'éviter la domination européenne pour tomber pieds et poings liés sous une autre tutelle. L'exemple du Sri Lanka, tombé dans le piège de la dette chinoise, sert de leçon. C'est ici que la souveraineté prend tout son poids. Elle n'est ni un don ni une victoire acquise, mais une discipline quotidienne. Les institutions africaines apprennent à dire non, à négocier pied à pied, à contrôler les flux de données comme ceux des ressources naturelles. Exercer la souveraineté, c'est résister aux raccourcis faciles, aux crédits rapides ou aux partenariats déséquilibrés, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest. Le Kenya, par exemple, a refusé un projet de port financé à 90% par la Chine, préférant une solution régionale moins risquée. Le danger est réel. Échanger une dépendance contre une autre, changer de drapeau sans changer de destin. L'enjeu véritable, c'est que chaque innovation, chaque contrat, chaque monnaie servent d'abord les intérêts des populations africaines, pas ceux des nouveaux maîtres du jeu mondial.
L'Union africaine crée un observatoire permanent des contrats internationaux pour s'assurer que la transparence et l'équité prévalent. L'avenir du continent, et peut-être celui du monde, dépend de cette capacité à transformer les ruptures en gains durables sans retomber dans le piège des dépendances renouvelées. La vigilance s'impose à chaque décision, chaque alliance, chaque progrès technologique ou monétaire, car la souveraineté n'est jamais acquise. Les leçons de l'histoire, du Zaïre de Mobutu à la Libye de Kadhafi, rappellent la fragilité de toute conquête qui n'est pas consolidée. Mais alors, jusqu'où l'Afrique peut-elle aller sans retomber dans les pièges du passé? Les choix à venir seront plus décisifs que jamais. Les débats sur le modèle éducatif, la gouvernance, la justice sociale, la protection environnementale seront au cœur de la bataille pour garantir un développement inclusif et durable. L'indépendance ne marque pas une destination, mais s'exprime comme un mouvement continu, souvent imprévisible. La Corée du Sud, autrefois dépendante de l'aide américaine, a su transformer sa dépendance en puissance technologique. L'Afrique doit écrire sa propre version de cette trajectoire, sans imitation servile. Sur tout le continent, les effets sont tangibles. L'industrialisation gagne du terrain. Partout, des complexes sortent de terre, des chaînes de montage s'étendent dans des villes longtemps laissées pour compte. Des centaines de milliers d'emplois naissent, les salaires s'améliorent, et pour la première fois depuis des générations, des familles voient leur pouvoir d'achat monter. À Lagos, le nombre d'ingénieurs diplômés a doublé en 5 ans. À Johannesburg, le secteur des énergies renouvelables emploie désormais plus de 200 000 personnes, mais cette ascension a un prix. Une inflation aiguë s'installe, les biens importés deviennent soudain plus coûteux, et la pression sur les ménages s'accentue. Pour les gouvernements, naviguer cette phase d'ajustement devient un défi vital, car chaque progrès rapide suscite de nouvelles attentes, parfois impossibles à combler. L'exemple du Zimbabwe, confronté à l'effondrement de sa monnaie après des réformes trop rapides, est dans toutes les mémoires. Face à ces turbulences, l'Afrique démontre une maturité inédite. Les États créent des groupes de coordination régionaux, anticipent les crises, mettent en place des fonds de stabilité et généralisent des systèmes de paiement décentralisés, moins exposés aux sanctions ou à la volatilité internationale. De nouvelles solutions financières prennent forme, dessinant une architecture où la solidarité régionale pèse plus lourd que l'aide extérieure. L'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, a mis en place un fonds d'intervention d'urgence de 10 milliards de dollars pour amortir les chocs. Le développement n'est plus synonyme d'assistance ou de don. L'approche change du tout au tout. Il n'est plus question de rester client d'intérêts venus d'ailleurs, mais de devenir co-auteur de sa propre trajectoire. Les alliances se négocient l'ossant désormais d'égal à égal. L'Afrique réclame sa place à la table, non par faveur, mais par légitimité et détermination. Les négociations agricoles avec le Mercosur ou l'ASEAN se font désormais avec des contreparties concrètes et non plus sous la menace de la perte d'un accès au marché. Une réalité s'impose, la souveraineté n'est jamais garantie pour toujours. Chaque jour, elle doit être consolidée, défendue, réinventée, sous l'œil attentif du monde et face à des pressions multiples, internes comme externes. Les avancées de cette transformation éveillent l'admiration, mais leur fragilité demeure. Comme le rappelle l'histoire de la Grèce antique, la prospérité sans vigilance peut s'effondrer en une génération. Le danger est réel, corruption persistante, absence d'unité, ou influences étrangères pourraient effacer en quelques mois le travail de plusieurs années. Seule une vigilance de chaque instant, des élites aux citoyens, permettra de transformer cette impulsion en progrès durable et partagé. La société civile africaine, plus active que jamais, multiplie les initiatives d'observation citoyenne, de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence. Alors, que retenir de cette métamorphose mondiale? Ce bouleversement ne façonne pas uniquement l'Afrique, il redéfinit les équilibres de l'économie planétaire. Pour tous, s'y adapter devient une question de survie, d'influence et d'avenir. Les entreprises européennes revoient leur chaîne d'approvisionnement. Les fonds d'investissement asiatiques se ruent vers les places boursières africaines. Les universités américaines nouent des partenariats inédits avec les centres de recherche du continent. Ce que nous vivons n'est pas l'effritement d'un vieux partenariat, mais l'émergence d'un nouvel équilibre. Les anciennes puissances doivent apprendre à composer avec une Afrique qui n'est plus spectatrice, mais actrice principale. C'est un basculement comparable à celui qui a vu l'Asie passer du statut d'usine du monde à celui de laboratoire d'innovation. L'Afrique ne se replie pas sur elle-même. Elle sort de l'ombre d'un ancien ordre pour revendiquer une place centrale, celle d'un continent qui formule ses propres règles et façonne l'avenir. Les villes africaines deviennent des pôles d'innovation,
Kigali avec ses robots médicaux, Accra avec ses startups fintech, le Cap avec l'industrie du cinéma africain. Longtemps, la relation Afrique-Europe fut perçue comme une anomalie à corriger par l'aide ou la réforme. Mais depuis 2025, la donne a changé. Ce n'est plus l'Afrique qui doit se plier au monde. C'est le monde qui, désormais, doit intégrer une Afrique nouvelle, souveraine et ambitieuse. Le G20, le FMI, la Banque mondiale, tous redéfinissent leur grille d'analyse à l'aune de ce nouvel acteur incontournable. Elle ne réclame ni revanche, ni rupture brutale. Elle exige la fin des compromis silencieux où elle n'était qu'un fournisseur docile. À présent, elle négocie, impose, inspire. Elle ouvre la voie. Cette posture rappelle celle du Canada quand il imposa le rapatriement de sa constitution, ou de la Norvège lorsqu'elle choisit d'utiliser son fonds souverain pour servir l'intérêt national. Ignorer ce tournant, c'est se condamner à l'obsolescence, économique, culturelle, stratégique. Les vieilles certitudes s'effritent, l'accès garanti aux matières premières, la stabilité monétaire adossée à l'euro, la domination des chaînes de valeur européennes. Tout cela s'efface. Les multinationales doivent réapprendre à négocier, à écouter, à s'adapter. Même les grandes puissances militaires, telles que la France ou les États-Unis, comprennent que l'influence ne se joue plus sur le terrain des bases, mais dans les conseils d'administration des entreprises africaines. Les marchés s'ajustent, la souveraineté s'invente au-delà des frontières africaines. Ce qui se joue, c'est la redéfinition du pouvoir même. Qui contrôle la ressource? Qui écrit la règle? Qui peut dire non? Le Congo, le Botswana, le Sénégal, tous rédigent désormais leur propre cahier des charges pour les investisseurs étrangers. L'Afrique, en reprenant l'initiative, force chaque acteur mondial à repenser ses priorités, ses alliances, ses dépendances. La compétitivité, l'innovation, la stabilité de l'emploi en Europe comme en Asie en dépendent désormais. Les devises jadis dominantes doivent composer avec de nouvelles monnaies, de nouveaux flux, de nouvelles ambitions. Les universités révisent leurs programmes pour intégrer l'histoire et l'économie africaine. Les médias internationaux ouvrent des bureaux à Lagos, Nairobi, Kigali. Ce n'est plus un jeu à somme nulle. C'est l'appel à réinventer la notion de partenariat. L'Afrique n'est plus l'exception du Sud global. Elle devient le révélateur d'un ordre nouveau, où l'histoire ne s'écrit plus à sens unique. La jeunesse africaine, forte de ses millions de diplômés, prend la parole sur la scène internationale. Les diasporas, longtemps marginalisées, deviennent des ponts entre les continents. Pour le public international, ignorer cette mutation, c'est risquer de perdre influence et opportunité dans une arène mondiale en pleine reconfiguration. La question n'est plus de savoir si ce basculement est légitime ou inévitable, mais comment chacun peut s'y préparer, s'y engager ou y résister. Les gouvernements européens lancent des plans Marshall pour réinventer leur industrie. Les entreprises asiatiques adaptent leurs stratégies d'investissement. S'informer, dialoguer, comprendre la logique profonde de cette renaissance africaine sont devenus essentiels. L'Afrique ne lance plus des avertissements. Elle trace des routes, pose des jalons, bâtit des alliances inédites. Les forums économiques de Casablanca, les sommets de l'innovation de Nairobi deviennent des rendez-vous mondiaux. Ceux qui sauront écouter et dialoguer pourront, avec elle, inventer le monde de demain. Le futur ne sera ni la répétition d'un passé révolu, ni un duel stérile. Il sera le fruit d'une conversation planétaire, où chaque voix compte. Et désormais, l'Afrique parle à égalité. C'est la promesse d'un 21e siècle enfin pluriel, où la souveraineté, la dignité et la créativité de chacun serviront à bâtir un monde meilleur, pour tous.